Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Invité politique dans Europe 1 Soir, la ministre chargée du Travail et de l'Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous et j'accueille en même temps Olivier d'Artigol et Catherine Ney. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Astrid Panosyan-Bouvet. Bonsoir Olivier. Avez-vous peur d'être censuré ? Je travaille en fait. Voilà, je m'occupe moi de ce que j'ai à faire. Vous savez que la situation économique se détériore et donc il y a un front de l'emploi sur lequel il faut être extrêmement vigilant aux côtés des entreprises. On va en parler. Il y a cette délégation paritaire permanente qui a repris et qu'il faut laisser travailler sereinement sur les retraites. Donc moi je m'occupe de ce genre de dossiers qui sont au service des Français. Mais et je pense justement, parce que ça part de là. Et je pense que c'est ce que les Français attendent d'une ministre du Travail, et de se focaliser de leurs problèmes et moins de sujets sur lesquels je n'ai absolument pas la maîtrise, qui pourrait être la censure. Qui a la maîtrise de la censure, à part les responsables politiques, le PS le premier, puisque s'il y en a bien un qui était sur une branche et qui a lâché son fromage, c'est Monsieur Bayrou, en disant que finalement il n'y avait aucune raison de revenir à l'âge de départ à 62 ans. De là est partie la grogne des socialistes. LFI, dès qu'il y aura une occasion de censurer, on peut s'imaginer qu'il y en aura. Et Marine Le Pen, qui jusqu'à présent n'avait jamais dit qu'elle censurait le gouvernement Bayrou, s'est quand même exprimée en ce début de semaine. Donc c'est pour ça que je vous pose, pardonnez-moi Madame Panosyan, la question, est-ce que vous avez peur d'être censurée ? Moi je m'occupe des dossiers là qui préoccupent très principalement les Français. Et vous parliez des retraites. Moi, ce que je vois, c'est que le travail a repris, qu'il faut laisser maintenant les partenaires sociaux qui sont autour de la table et qui ont envie de pouvoir... Oui, mais ceux qui sont autour de la table... Donc le conclave continue. Je pense en particulier à la CFDT, MEDEF, mais aux autres organisations à la fois syndicales et patronales, ont envie de continuer à travailler ensemble. Ils ont travaillé la semaine dernière sur... Mais à quoi sert ce conclave ? À quoi sert ce conclave alors qu'il y a plus la CGT, à un moment donné, il n'y a plus la majorité des partenaires sociaux ? Non, il y a quand même des syndicats qui sont extrêmement représentatifs. Vous avez la CFDT, la CPME, le MEDEF. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, à un moment donné, dans ce pays, faire confiance à notre capacité de faire un compromis, d'être en capacité de faire un compromis sur la base d'un diagnostic commun qui est celui de la Cour des comptes. C'est le pari qui est fait. Eh bien, justement, c'est le pari qui est fait, et je pense que là, il faut que tous, on laisse maintenant les partenaires sociaux travailler sereinement, tranquillement. Ils ont un ordre du jour sur la pénibilité, sur la semaine prochaine, ce sera sur les femmes pendant 2 semaines, et parce qu'on sait qu'il y a aussi des sujets de retraite féminine qui sont inférieurs de presque 38% des retraites des hommes. Donc laissons-les travailler et nous verrons bien, plutôt que de continuer à vouloir préempter et préjuger de leur capacité à pouvoir trouver les bons compromis. Donc c'est une alerte que vous lancez ce soir, Olivier d'Artigol. Aucune alerte. Non, attendez. Vous lancez une alerte à ceux qui frémissent en disant, bah voilà, il y a quand même peut-être une raison de censurer. Je pensais que vous parliez c'est une alerte. Non, c'est simplement un rappel que moi je m'occupe de ces sujets. Je m'occupe également de la question du chômage qui reprend, de comment est-ce qu'on travaille avec les entreprises, comment on travaille avec les organisations également syndicales pour faciliter les transitions, les reconversions. Je pense que c'est vraiment ce que les Français attendent d'une ministre du Travail. Madame la ministre, sur la question du chômage, il y a donc la réforme de France Travail. Oui. France Travail qui doit maintenant accueillir l'ensemble des personnes qui recherchent un emploi, dont les bénéficiaires du RSA, avec la promesse d'un accompagnement renforcé. Il y a cette question des 15 heures d'activité. Aurez-vous les moyens ? J'ai bien vu que, contrairement au budget Barnier, il n'y avait pas la suppression des 5000 emplois équivalents. 500 emplois équivalents, 5000, c'était beaucoup. 500 équivalents temps plein. Pour autant, le directeur général de Pôle emploi de France Travail de mémoire avait indiqué qu'il avait besoin de moyens budgétaires renforcés. Où en êtes-vous sur l'application concrète de ce grand chantier ? Alors, de ce grand chantier, on a sanctuarisé à la fois le budget et puis effectivement les effectifs de France Travail pour qu'ils puissent être à même de pouvoir travailler notamment sur l'accueil renforcé des bénéficiaires du RSA. Moi, j'aimerais simplement dire que cette réforme, effectivement, elle est lancée, maintenant déployée sur l'ensemble
l'ensemble du pays depuis le 1er janvier. Oui. Mais pendant 2 ans, on a fait une expérimentation sur 50 départements, en lien très étroit avec les conseils départementaux qui étaient volontaires. Et donc, sur les 50 000 bénéficiaires du RSA, au bout d'un an d'accueil renforcé, d'accompagnement renforcé... 50% de retour à emploi, non ? Et 42%. 42% sortent définitivement du RSA. Donc, c'est quelque chose d'absolument prometteur qu'il nous faut absolument réussir parce qu'il faut toujours quand même avoir en tête qu'à l'heure d'aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'avant que cette réforme elle soit déployée, une personne qui entre au RSA, 7 ans après, elle y reste plus ou moins ponctuellement ou de manière récurrente. Donc, c'est un échec pour nous tous et c'est pour ça qu'il faut absolument que cette expérimentation très prometteuse puisse continuer et c'est pour ça qu'on sanctuarise et les effectifs et les moyens de France Travail aujourd'hui. La crainte que dans une économie, si ce n'est de guerre, en tout cas de renforcement vers la défense, il y ait des arbitrages douloureux sur le prochain exercice budgétaire. Ça, je pense que la question du plein emploi, surtout dans un contexte effectivement économique plus dur, il faut y mettre tous les moyens. Le plein emploi, c'est votre but. Vous voulez remettre les Français au travail. Vous l'avez dit dans une tribune. 450 000 postes vacants, dites-vous, remettre le travail au centre d'un nouveau pacte économique et social. Moi, je veux bien, mais d'autres ont essayé avant vous et ils n'y sont pas arrivés. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la culture française qui fait qu'on n'arrive pas à se mettre au travail ? Alors, le chômage de masse est quand même derrière nous. Enfin, il faut quand même regarder les chiffres aussi. C'était derrière nous, puis là, ça repart un petit peu à la hausse. On parle pas de chômage de masse. Je veux dire, il faut quand même aussi regarder les chiffres et à un moment donné. Regardez vos voisins européens. Allez faire un tour à Varsovie, vous verrez ce que c'est qu'un chômage. Je suis pas la première à pérorer mais je dis simplement que le chômage a baissé ces dernières années, qu'il faut pouvoir s'en satisfaire aussi, qu'il faut maintenant être vigilant parce qu'il est en train de remonter et qu'on a effectivement des poches de sous-activité récurrentes sur lesquelles là, effectivement, on n'est pas bon. C'est le chômage des jeunes, sur lesquels on s'est amélioré parce qu'il y a une véritable révolution culturelle de l'apprentissage. Et puis, effectivement, les travailleurs de plus de 55 ans. Entre 55 ans et 59 ans, on a maintenant rattrapé le taux d'activité qui est équivalent à celui des Britanniques et des Allemands. Là où le taux d'activité chute, c'est après 60 ans, parce que il faut quand même le dire. Il y a, je pense, beaucoup de stéréotypes et de préjugés sur les travailleurs expérimentés dans notre pays, parce qu'il y a eu 50 ans de pré-retraite, les premières retraites. C'est quoi les préjugés ? C'est OK Boomer ? C'est OK Boomer, c'est je veux des jeunes, c'est oh là là, ils ne pourront pas s'adapter, c'est tous ces préjugés dont au pouvoir... c'est tous ces préjugés qui font que beaucoup de gens se disent j'ai plus ma place dans l'entreprise au bout de 55 ans. Et donc ça, c'est un scandale absolu, c'est surtout se priver de talent et d'expérience. 19h27, on marque une pause dans Europe 1 Soir. Astrid Panosyan-Bouvet, ministre déléguée au Travail, est avec nous. On revient dans un instant sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Catherine Ney, avec Olivier d'Artigol et la ministre chargée du Travail et de l'Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet. On le disait tout à l'heure dans le journal de 19h, 4000 personnes réunies ce soir au Dôme de Paris contre l'islamisme, avec des personnalités comme Manuel Valls, Bruno Retailleau. Vous y allez tout à l'heure ? Non, je n'irai pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je dois travailler avec ma fille de 18 ans sur le dernier week-end avant Parcoursup. Donc je ne pourrai pas, mais je suis de tout cœur dans cette cause sur la lutte implacable contre l'islamisme. Tout à fait. Ça veut dire quoi pour vous ? Ça veut dire qu'il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on aille plus fort, il faut que jusqu'à présent on n'avait pas mis les moyens ? Ça veut dire que la loi civile sera toujours supérieure à la loi religieuse. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de naïveté contre toute tentative d'entrisme religieux, notamment dans certaines sphères. Je pense aux associations sportives. Il y a eu un débat, on pourra revenir là-dessus, sur le voile dans les compétitions sportives. Parlons-en. Vous êtes sur quelle ligne ? Vous êtes sur la ligne Retailleau ou sur la ligne Borne ? Moi, je suis sur une ligne laïque. Je suis sur une ligne laïque et républicaine. Et donc, je pense qu'il ne faut pas faire la même erreur qui a été faite en 1989. Il y a eu les mêmes débats à Creil, avec les voiles arrivant à l'école primaire de Creil, où il a fallu attendre 2004 avant de légiférer, parce qu'on s'était dit la mauvaise idée qu'il fallait laisser l'autorité au directeur de l'école. Donc moi, je pense c'est ce que préconisait M. Bayrou. Exactement. Je pense en tout cas que, au motif que ça allait faire fuir les jeunes filles. Qui à l'époque était ministre de l'Éducation nationale.
les jeunes filles. Donc moi, je pense qu'il faut effectivement une loi qui clarifie plutôt que simplement laisser aux fédérations sportives le soin, en fonction d'un règlement intérieur, le soin de laisser, de décider, de faire respecter les règles de la République. Alors aujourd'hui, la question posée est celle des compétitions sportives officielles. Oui. D'autres posent la question de l'université, le Rassemblement national allant jusqu'à évoquer l'espace public. Donc, à terme, oui. Concernant l'université, par exemple, quelle est votre philosophie ? L'université, c'est pas la même chose que l'école, lesquelles on a affaire à des mineurs et des majeurs. Je pense que dans l'université, il y a d'autres sujets. On l'a vu récemment, enfin on le voit depuis le 7 octobre, avec aussi une forme d'entrisme très politique et qui nuit aussi à la liberté académique. Je pense que ces sujets-là plus se portent dans le cadre de l'université. Par contre, je le répète, sur les fédérations sportives, elles sont délégataires de services publics lorsqu'il s'agit d'organiser des compétitions avec des arbitres. Et je pense que les tenues religieuses, quelles qu'elles soient, n'ont pas leur place sur les terrains de sport. Et qu'est-ce que vous répondez à Jordan Bardella qui, sur une radio concurrente, il y a quelques jours, a dit qu'à terme, il faudrait interdire le voile partout, dans la rue ? C'est pas la définition de la laïcité. La laïcité, c'est la laïcité dans la loi de 1905, c'est la neutralité, ce qui veut de l'État, ce qui veut pas dire la neutralisation de l'État. C'est pour ça que je pense qu'il faut une loi très claire sur le sujet des fédérations professionnelles, comme il fallait l'avoir sur les codes vestimentaires dans l'école. Voilà. Et ensuite, le code vestimentaire, effectivement, il doit respecter les pratiques et les coutumes de notre pays. C'est pour ça qu'on a, par exemple, interdit la burqa, parce qu'en France, on se regarde, il y a une altérité. Ça doit être interdit. Mais je pense que de vouloir interdire le voile, la kippa pour ceux qui sont dans la rue, c'est aller beaucoup trop loin. Là, il a parlé que du voile. Et pourquoi le voile et pourquoi pas la kippa ? Voilà. Auquel motif ? Enfin, je veux dire, à ce moment-là, on commence à être dans une différenciation qui est compliquée à justifier au niveau du droit. Et donc, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. La laïcité, c'est la neutralité de l'État, mais ce n'est en aucun cas la neutralisation de la République. Catherine Ney. Voulez-vous dire que... Je cite Clémenceau là-dessus, ce n'est pas ma phrase, c'est celle de Clémenceau qui est très attaché à la laïcité. Le ministre de l'Intérieur disait hier chez Sonia Mabrouk que même pour les sorties scolaires, il ne voulait pas que ce soit des femmes voilées qui fassent, parce que c'était la prolongation de l'école. Est-ce que là, vous trouvez que le ministre de l'Intérieur a raison ? Que oui. Vous savez, j'avais ces débats avec mon mari, Laurent Bouvet, oui. Qui était professeur des universités, qui a beaucoup bataillé au sein même de ses rangs pour la laïcité, sur l'universalisme. Sur les écrits de Laurent Bouvet, sur lesquels nous nous appuyons souvent ici même. Et sur la question, et j'avais ces débats avec lui, notamment sur l'accompagnement des mamans. Et voilà, les mamans, c'est pas des maîtresses d'école. C'est pas des agents de l'État. Mais elles prennent la responsabilité d'accompagner. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Je pense qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des sorties d'école avec mes filles avant qu'elles ne présentent Parcoursup. Quand on va à la piscine, on va chercher dans le préau de l'école et puis ensuite on amène les enfants à la piscine ou au stade de gym. Mais est-ce que c'est pas ça l'entrisme, Astrid Panosyan-Bouvet? Est-ce que c'est pas ça le début de l'entrisme? C'est ce qui permet. Voilà, vous savez, il y a les éducateurs, pardonnez-moi, il y a les éducateurs et des encadreurs, notamment des encadrants de matchs, de clubs de foot qui disaient, ça commence comme ça, c'est-à-dire qu'à la buvette, on dit, tiens, finalement, il faut peut-être pas servir telle ou telle chose, et puis après arrive une jeune fille avec un voile, et puis après on s'incline, puis à force de s'incliner, après ça continue, et puis ça S'il y a effectivement des manifestations de prosélytisme, oui, mais c'est effectivement à l'enseignant ou ensuite aux fédérations sportives d'indiquer. Vous savez,
Vous savez, quand vous vous rappelez quand vous étiez enfant, que votre maman, votre papa venait vous chercher pour vous accompagner, il y a la fierté. Je fais la même chose aujourd'hui. Voilà, la fierté. Non, mais je vous dis en tant qu'enfant, la fierté qu'on a, le fait que ça permet de se rapprocher aussi, de voir un peu comment son enfant interagit, d'avoir un dialogue de proximité avec l'enseignant, de voir la classe. Tout ça, ça a de la valeur aussi. Et donc, je pense que mais quel rapport avec le voile, pardonnez-moi? Ben, ça veut dire que autant il faut être extrêmement ferme quand il y a il faut être extrêmement ferme, et c'est pour ça que je pense qu'on a pris du retard sur Creil et qu'il aurait fallu aller bien avant sur la loi. Je pense aussi qu'il faut faire attention et faire une distinction entre ceux qui viennent encore une fois accompagner leurs enfants et puis ce qui se passe dans l'école. Voilà. Sinon, on finit par nuire en fait à ce combat. Donc, je pense qu'il faut frapper fort. Mais par contre être très déterminé, mais faire attention à ne pas tout mélanger, sinon on finit par nuire à la question de la laïcité dans notre pays, qui est une valeur à laquelle qu'il faut pouvoir continuer de consolider, parce que quand on n'avance pas, on recule. Vous voulez dire qu'il vaut mieux faire confiance à une mère de famille qui arrive voilée, qui a envie d'accompagner, qui fait ça pour rendre service, et non pas pour faire du prosélytisme. Quand vous avez un sujet de telle désaffiliation familiale, de tel délitement familial, j'ai envie de dire qu'un parent qui aujourd'hui prend le temps de pouvoir accompagner à des activités extrascolaires, il faut plutôt être d'abord en confiance, ce qui ne veut pas dire être naïf, mais plutôt le voir de manière positive avant de tout de suite porter un jugement. Si le voile est un symbole de soumission. À faire d'abord confiance avant de porter un jugement, parce que je pense que effectivement, dans un contexte de délitement familial, des parents qui prennent le temps de pouvoir accompagner leurs enfants dans des activités extrascolaires, ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Beaucoup Astrid Panosyan-Bouvet d'avoir été avec nous, ministre chargée du Travail et de l'Emploi.